Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance autour de Dali, le dernier film de Quentin Dupieux que je vais vous présenter succinctement. Et puis, comme on le fait à chaque fois, à la fin de la séance, on se retrouve pour une conversation autour du film. Et puis, moi, je me lance aussi dans une petite lecture, un petit peu de ce qu'on a vu, ce qui lance après les débats. On va voir donc aujourd'hui un film de Quentin Dupieux qui est une personnalité assez originale dans le paysage du cinéma français, qui s'est en tout cas inventé au fil des années une position qui n'a pas vraiment de comparaison ou de semblable. C'est quelqu'un qui, je dis profil original parce qu'il n'est pas seulement affilié au cinéma, il a aussi une identité dans la musique électronique. Il est connu comme musicien électronique sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau. Il s'était rendu responsable d'un tube même à la fin des années 90 qui s'appelait Flat Beat, avec un petit personnage de marionnette jaune pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. Il était un musicien plutôt affilié à la French, ce qu'on appelait la French Touch, c'est-à-dire la musique électronique tendance techno française. Et d'ailleurs, vous retrouverez à la musique de Dali, vous voyez marqué dans le coin Thomas Bangalter qui s'occupe de la musique, qui est la moitié du groupe Daft Punk. Voilà, donc c'est un peu cette scène-là à laquelle Monsieur Oiseau alias Quentin Dupieux, ou plutôt Quentin Dupieux alias Monsieur Oiseau, a participé. Donc un profil comme ça un petit peu transdisciplinaire, on dirait, qui vient d'une autre discipline et qui a commencé à tourner pareil à cette période, deuxième moitié des années 90, au début dans un cadre télévisé. C'était la période Canal+, pour laquelle il a fait des fictions assez barrées, deux opus qui s'appelaient Non-Film, qui étaient une sorte de délire assez dans l'esprit des sketchs de Canal, des limites comme ça sur un faux tournage qui était assez original. Et puis il a débarqué dans le cinéma avec un premier film qui était une production assez ambitieuse avec Eric et Ramsey. C'était en 2007, ça s'appelait Steak, un film qui mettait en scène le duo comique très célèbre d'Eric et Ramsey dans un film où la comédie était à la limite du malaise, un film qui jouait beaucoup comme ça sur à la fois un esprit américain et en même temps une façon de rendre les choses très malaisantes, peut-être sombres, inquiétantes, avec un habillage du film qui était très particulier. Et puis petit à petit, film après film, le film Steak avait été un échec en salle assez retentissant, de plus porté par un duo très célèbre. Ça avait été assez rude. Et puis Quentin Dupieux est revenu 3 ans plus tard avec un film à tout petit budget, et cette fois axé sur un concept très fort, un concept très affirmé. C'était Rubber en 2010, l'histoire d'un pneu tueur. Donc ça donne un petit peu l'esprit à la fois surréaliste, dada, dans lequel opère Quentin Dupieux, quelqu'un qui n'hésite pas à manier l'absurde, à côtoyer le non-sens, à chercher des horizons de fiction qui sont un peu inattendus, qui ne sont pas dans le cartésianisme du cinéma français, où je dirais la logique de la narration dominante, mais qui au contraire cherche des motifs on serait presque dans le domaine du rêve, de la rêverie, de l'absurdité, tout un univers en effet assez surréaliste, qui fait sa particularité, avec aussi, il y a toujours une part comique chez lui, et en même temps quelque chose qui fraye avec l'inconscient, le côté très intériorisé, les angoisses, etc. Et on est à la limite de l'étrange et de la comédie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de Rubber, il est revenu, il a signé quelques fictions entre la France et les États-Unis, et puis très vite, à partir de 2018, à partir d'un film qui s'appelle Au Poste,
il s'est mis à tourner de plus en plus vite des films qui font à peu près 1h15. Voilà, des films à durée assez réduite et très fréquemment, c'est-à-dire il est arrivé qu'il sorte 2 films par an dernièrement et voilà, il a une productivité qui a augmenté. Il a trouvé un système de tournage et de production qui lui permet de tourner souvent des films à petit budget et toujours assez fou, assez barré. Il s'est inventé au cœur du cinéma français une espèce de position de trublion comme ça qui dérègle la machine, qui invente des films un peu fous, parfois complètement barrés et qui à chaque fois voilà, dérègle un petit peu les attentes du spectateur. Alors il a cette particularité aussi que il fait tourner parmi les acteurs les plus célèbres, des grandes stars du moment, et même des personnalités voilà, qui sont liées au cinéma populaire. Jean Dujardin dans Le Dain, on peut citer le duo du Palmachot dans Mandibule dernièrement. Encore récemment, il a travaillé avec Raphaël Quenard pour Yannick, qui avait été un succès surprise l'été dernier. Voilà, il accumule les films comme ça qui à chaque fois sont des petits concentrés d'originalité et d'inventivité dans le cinéma français. Dali, c'est presque un film manifeste parce que je vous ai parlé de surréalisme, d'esprit un peu dada. Évidemment, les modèles du cinéma de Quentin Dupieux, ils seraient à trouver peut-être entre, je dirais, Bertrand Blier et Louise Buñuel, et le Buñuel français notamment, hein, des références très marquées années 70. Je précise que Dupieux est né en 73, voilà, il est né dans cette décennie-là. Et avec Dali, il se confronte à une sorte de modèle, on va dire, quelqu'un, un artiste à travers lequel il se reconnaît et qui est, on l'imagine pour lui, une figure tutélaire. Mais il ne va pas du tout nous servir un biopic, c'est-à-dire un film biographique tel qu'on les fait d'habitude sur la vie d'un artiste, etc. Il va trouver une façon, la sienne, propre, d'investir l'univers de Dali et d'inventer un récit qui s'inspire précisément de ses œuvres qu'on connaît, hein, avec cette furie iconique et cette espèce d'univers flottant à la fois délirant et métaphysique qui sont ceux des toiles de Dali, et avec l'idée aussi de s'intéresser à la figure de Dali, mais sa figure médiatique. Celui qu'il fut à la télévision, dans les publicités, cette personnalité publique fantasque et elle aussi complètement extraordinaire que Dali, voilà, qui a été beaucoup dans l'auto-représentation et l'auto-mise en scène telle qu'il s'est montré dans les médias. Et voilà, il s'intéresse à la fois à cette figure et en même temps il va essayer de trouver des solutions pour ne pas raconter de la vie de Dali, mais évoquer la plasticité et la texture de ces univers. Je ne vous en dis pas plus, le contexte est posé, on peut regarder le film. Comme je vous l'ai dit, les Quentin Dupieux ne sont pas très longs, celui-ci fait un petit peu plus d'1h15. Et puis, après se concentrer de rêves et de cauchemars, de visions à la Dali et de ce labyrinthe de formes, on se retrouve à la fin pour en discuter tous ensemble. Bon film et à tout à l'heure. Voilà, les lumières se rallument. Donc on a fait un petit tour dans le manège Dupieux, qui est un manège assez amusant, intéressant. En tout cas, c'est assez unique dans le paysage du cinéma français, comme on disait. Ce qui est assez étonnant chez lui, je trouve, c'est qu'il y a à la fois cette espèce d'inspiration délirante, le travail sur le non-sens, l'absurde, une forme. Je parlais de surréalisme un petit peu au début. Il y a une familiarité avec ça, et puis en même temps l'ambition malgré tout, c'est-à-dire de ne pas être que dans le pur délire, mais d'avoir aussi une certaine ambition grand public malgré tout, hein, ce qui pousse aussi à rassembler comme ça des castings assez incroyables d'acteurs à très forte notoriété qui se retrouvent dans ces films à jouer ce qu'ils ne jouent pas ailleurs, et à être dans une forme d'exagération, où on pousse les curseurs, etc. Et on trouve des acteurs
accédant à un délire aussi qu'on ne leur offre pas beaucoup dans les autres, les rôles habituels qu'ils ont dans les autres films. C'est assez intéressant de voir à quel point aussi ils poussent les acteurs au-delà de la logique, au-delà de ce qu'ils sont habitués à faire. Et de garder quand même à travers eux un rapport avec le public et même une forme de lisibilité. Ça pourrait être des films complètement cryptiques, complètement hermétiques, etc. On a vu, on sait qu'un de ses maîtres est Louis Buñuel. Je l'ai dit, il y a des films de Buñuel qui sont autrement plus mystérieux et indécodables, alors que les films de Dupieux, malgré tout, on s'y promène dans un monde qui répond globalement à la logique du rêve, mais malgré tout, on n'est pas complètement perdu. On voit bien comment il avance là-dedans, la part d'humour aussi qu'il y a en permanence. On est toujours entre l'inspiration libre et le gag. Enfin voilà, vraiment ce fin équilibre qui est assez intéressant. Alors, ce qui est particulier ici, en tout cas, c'est, on va dire, le premier film de Dupieux qui est consacré à une figure d'artiste. Donc, quand un réalisateur regarde un autre artiste, se réfère à lui, le considère comme une figure tutélaire, lui consacre un film, c'est toujours un espace un peu particulier qui est entre l'hommage, l'évocation, la mimétique aussi, se mesurer à cette figure, comment est-ce que on évoque un artiste dans un film, comment on fait. Il y a beaucoup des films qui sont consacrés à des grands artistes. Alors Salvador Dali, c'est un cas particulier parce que son histoire à lui, à Dali, elle est en partie liée à l'histoire du cinéma aussi. Il faut bien dire que Dali a été un grand ami de Buñuel. Dans les années 20, ils ont co-signé ensemble Un chien andalou, qui est un des fleurons du surréalisme cinématographique. Voilà, ils ont eu plusieurs projets ensemble et Dali a toujours été très intéressé par le cinéma. C'est quelque chose qui l'obsédait beaucoup. On en trouve aussi l'inspiration dans ses œuvres. Il y a beaucoup de tableaux où il y a des appareils de prise de vue, des caméras, des grandes caméras sur pattes, dans je ne sais plus quel tableau, je serais bien incapable de les citer, mais voilà, c'est une figure qui est liée à la peinture, aux arts plastiques, mais qui a traversé le XXe siècle, et le XXe siècle était le siècle du cinéma. Le cinéma était l'art moderne par excellence, et Dali s'y est beaucoup intéressé. Donc voilà, cette familiarité, elle est là. Et puis, faire un film sur un artiste, qu'est-ce que ça représente? Je disais qu'il y en a beaucoup, et très souvent, ce sont des films biographiques, où on va raconter la vie de l'artiste avec cette idée que on décrit un destin, on collectionne les grands moments de son œuvre pour arriver à un point d'apogée, etc. Souvent des récits assez édifiants. Et beaucoup de ces films, on pourrait en citer beaucoup. Il y a eu le film sur Edith Piaf, il y a eu le film aux États-Unis sur, je sais plus, Ray Charles, le chanteur Johnny Cash. Enfin, il y en a eu plein. Enfin, vraiment, et c'est des films qui sont très appréciés, et qui sont souvent très académiques. C'est-à-dire un peu toujours taillé sur le même modèle, et qui souffre d'une chose bien souvent, c'est que c'est l'œuvre qui échappe. Souvent, raconter la vie d'un artiste, ça permet pas toujours d'infiltrer l'œuvre, de comprendre l'œuvre, ou d'avoir la matérialité de l'œuvre de l'artiste, de s'interroger sur sa façon de faire, sa touche, sa particularité. Très souvent, on est pris dans des choses beaucoup trop vastes pour que l'œuvre puisse avoir vraiment une présence physique, matérielle à l'intérieur des films. Alors, les exemples qui échappent à ça, beaucoup, enfin quelques-uns en tout cas, on peut penser... il y a eu au moins deux très beaux films sur Van Gogh, un premier de Minelli qui s'appelait La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Lust for Life. Van Gogh était joué par Kirk Douglas. Et Minelli s'intéressait vraiment, c'est un film hollywoodien des années 50, passionné par la couleur.
et qui essayait vraiment d'infiltrer, de filmer l'intensité de la couleur des toiles de Van Gogh. C'est un film qui est très beau pour ça, qui est à la fois narratif, qui raconte sa vie, mais qui était absolument passionné par la couleur. Il y a aussi le Van Gogh de Piala, je pense à lui parce que il y a beaucoup de scènes où Van Gogh est en train de peindre et que c'est un enjeu très fort dans le film, qui a un naturalisme très très fort. Et puis voilà, on pourrait trouver plein d'autres exemples. Mais Dupieux, il va pas du tout prendre cette option biographique, raconter la vie d'un artiste, ou même un épisode de la vie de Dali. Il va essayer de faire autre chose, c'est-à-dire dans cet espace qui est celui du film, qui est plutôt limité pour lui, puisque comme je vous le disais, il tourne des films assez courts, assez condensés, à un rythme rapide, enfin voilà, assez fréquent. Parfois, il sort plusieurs films par an, ou au moins un par an en tout cas. Donc à cette fréquence-là, voilà, il les enchaîne assez vite. Et comment, dans l'espace d'un film, qu'est-ce qui permet de toucher l'esprit de cet artiste? Qu'est-ce qui représente le plus? Comment on va arriver à incarner ce qu'il représente, entrer dans son œuvre, pénétrer comme ça son art? Comment on va réussir à faire ça, que ce soit simplement pour lui rendre hommage ou pour divaguer même peut-être autour de cette figure d'artiste? Et c'est là que le film est intéressant, c'est justement dans sa façon de ne pas être biographique, mais voilà, d'essayer de trouver qu'est-ce qui, au cinéma, avec les moyens du film, dans cet espace-là, qu'est-ce qui résonne avec ce que Dali a inventé dans la peinture, c'est-à-dire des univers voilà, qui sont imprégnés de la logique du rêve, où il y a à la fois du figuratif, on reconnaît des objets du quotidien, il y a des mélanges improbables, des cadavres exquis dans l'œuvre de Dali, il y a des horloges qui coulent, il y a des bateaux avec des voiles en forme d'ailes de papillon. Enfin voilà, de ces inventions comme ça, qu'est-ce qui va permettre de recréer ces espaces étranges, cette bizarrerie, ces surgissements, ces espaces déconnectés, ces mondes difformes, voilà, qui communiquent avec les images du rêve et parfois aussi des cauchemars, hein, des rochers en forme d'œuf, etc. Enfin, toutes ces espèces d'alliages et de mélanges étranges. On a pu dire aussi parfois que dans les tableaux de Dali, il y avait des mots-valises, hein, c'est-à-dire des espèces de combinaisons improbables de plusieurs mots, de plusieurs images comme ça qui font la particularité de l'artiste. C'est ce que Dupieux va essayer de creuser. D'ailleurs, bon, la première image du film, qui se boucle avec la fin, mais c'est une espèce de piano-fontaine, voilà, piano-fontaine, association encore improbable, dans le plus pur esprit surréaliste, hein, de deux objets comme ça qui peuvent venir à l'esprit sans qu'on y pense et associés comme ça dans une seule et même image. Bon, si on ajoute en plus qu'il y a une espèce d'arbuste qui traverse le piano, ça rajoute un degré dans la folie du truc. Mais voilà, la chose est posée dès le début. On va non seulement, et ce sera encore un peu une forme de décalque, hein, si on s'en tient à cette première image, réinventer des plans qui seraient comme des décalques des tableaux de Dali. Non, c'est pas seulement ça, c'est essayer aussi de raconter quelque chose, avancer dans un espèce de labyrinthe filmique qui serait semblable à ces mondes inversés, à ces espaces rêveurs qui seraient ceux de Dali. Alors, comment on fait au cinéma? Alors, c'est intéressant parce que au cinéma, il y a une continuité, il y a une logique. La narration, elle part d'une logique, elle installe comme ça une espèce de monde qu'on est censé reconnaître, qui est cohérent avec le nôtre, et puis où on va prendre très au sérieux pour enchaîner les scènes, les plans, les séquences.
on prend très au sérieux le principe de ce qui relie les causes aux conséquences. Hein. Il faut que ce soit logique, cartésien, etc. Alors ici, il va y avoir, on fait dérailler la machine de toutes les façons possibles. Il y a par exemple un couloir qui n'en finit jamais. Il y a des lieux qui ne sont pas connectés, une façon de sauter une scène à une autre qui est parfois abrupte, comme quand on passe d'un plat de pâtes à une espèce de ragoût aux asticots. Enfin voilà, il y a des sautes, des disconnexions, des courts-circuits permanents qui vont justement déjouer la logique narrative, la rationalité qui est celle du récit ordinaire en quelque sorte. Et ça, le film n'arrête pas de le faire, jusque dans l'utilisation de procédés assez visibles comme les images inversées, enfin le défilement inversé. Hein, il y a des moments, le prêtre sur son mulet qui recule, enfin, voilà, qui marche à l'envers, ou encore des acteurs qui jouent à l'envers et qui sont remis à l'endroit à certains moments, donc des procédés assez visibles comme ça qui eux-mêmes font dérailler la machine cinématographique dont la fonction est d'aller d'un point A à un point B, hein, de la première image jusqu'au mot fin. Et il y aura le mot fin d'ailleurs à l'issue du film. Donc tout ça pourrait n'être qu'une grande élucubration, qu'une sorte de fantaisie parfois difficile à suivre, mais on remarque quand même qu'il y a des logiques à l'œuvre à l'intérieur du film. Alors qu'est-ce qui nous sort d'une sorte de rapport rationnel à un récit? C'est évidemment tout ce qui répond à la logique du rêve, qui a sa logique propre, qui est très indépendante de celle de la réalité et qui va déjouer tout ce qu'on pourrait trouver efficace dans un récit. Ce qu'on trouve efficace d'habitude au cinéma, un récit trépidant, c'est quand il avance, qu'il passe d'une péripétie à l'autre et qu'il mène très logiquement à une résolution. Alors ici, Dupieux, il fait vraiment le contre-pied, c'est-à-dire il prend un récit qui n'avance pas. Et au contraire, qui n'arrête pas de se répéter et qui patine. Hein, c'est-à-dire, c'est une situation qui est mise en abîme et dont on n'arrête pas de retrouver les termes de façon différente et à plusieurs endroits. Premier de ces principes, la chose qui semble la plus évidente, enfin la plus frappante quand on voit le film. En général, quand on fait un film sur un artiste, une grande figure, il faut trouver l'interprète qui va se documenter, travailler pendant des années pour se faire le visage de, qui sais-je, Ray Charles ou un autre, travail mimétique, ou Will Smith jouant Mohamed Ali. Voilà, c'est à l'américaine le culte de cette performance qui va essayer de donner une performance mimétique. Là, Dupieux, il renverse la chose et il dit, ben non, ce ne sera pas un seul acteur, ce sera 6 acteurs qui vont jouer le même personnage, qui vont jouer Salvador Dali. Donc il distribue le rôle à 6 acteurs différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre est écrit avec 6 fois la lettre A. Voilà, c'est pour les 6 Dali, les 6 acteurs qui jouent Dali. Donc, de mémoire, Édouard Baird, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Gilles Lelouch et Didier Flamand, et puis peut-être un autre qui m'échappe. Bon, voilà, enfin en tout cas, il y en a plusieurs, quoi. Enfin, c'est intéressant, et le panel, ça marche. Enfin, il y a l'idée aussi de ne pas avoir exactement la même interprétation pour chacun. Hein, il y a des différences, il y a tout un panel de jeux. Bien sûr, il se réfère aux apparitions publiques de Dali, qui est beaucoup passé à la télé, qui a cultivé cette espèce de personnage, cette prononciation très particulière, où il se délecte comme ça des consonnes, où il fait claquer les L, où il fait rouler les R, où il a c'est vraiment une figure totalement construite. Hein, c'est un personnage public qui était lui-même, voilà, dans cette façon de se mettre en scène lui-même. Et d'avoir comme ça 6 acteurs, ça démultiplie la figure, bien sûr, ça ouvre du jeu, et ça permet de multiplier aussi les façons de se déplacer dans le film.
de passer d'un acteur à l'autre, etc. Et encore une fois, c'est une logique tout à fait onirique, comme il nous arrive dans les rêves, de changer de peau, ou de plus avoir forcément, ou d'avoir des espèces de figures flottantes qui changent de forme, qui changent de personnalité, etc. Et en tout cas, cette démultiplication, elle est assez intéressante. Elle nous dit aussi que Dali dans le film n'est pas une reproduction ou la personnalité recréée, mais que c'est toujours une figure construite, que c'est toujours un clone en quelque sorte. Quand on travaille sur ces sortes de personnalités publiques, quand on crée une fiction autour d'eux, on les clone, on les travaille, on les reproduit, ce sont des effigies. Et le film souligne cet aspect-là de manière assez intéressante. On a parlé de la possibilité. Le film pourrait fuir dans tous les sens, c'est une sorte d'élucubration folle et un peu vaine. Il me semble au contraire qu'il est construit sur des emboîtements, des enchâssements, c'est-à-dire des rêves dans des rêves, dans des rêves, dans des rêves, en quelque sorte. C'est un peu le poème de Gertrude Stein, Rose is a rose is a rose, une rose est une rose est une rose, etc. Il y a un côté gigogne dans le film. Il y a toujours le même motif, les mêmes situations contenues, mais il y a deux axes qui se mélangent, qui bien sûr complexifient la chose. Le premier, c'est l'idée d'une interview qui n'arrive pas à se faire. Une interview impossible parce que Dali est une figure fuyante, capricieuse, elle-même vaniteuse, qui met en scène sa grandeur de manière un peu caricaturale, qui se refuse à être filmée si elle n'a pas une énorme caméra en face d'elle. Et donc c'est le personnage d'Anaïs de Moustier, une journaliste improvisée et qui n'arrive pas à faire cette interview. Une sorte de cauchemar continu qui, grosso modo, une interview d'une star comme Dali pourrait faire démarrer sa carrière, et sa carrière ne démarre pas parce que l'interview est impossible. À chaque fois, elle dérape, elle bute sur quelque chose, voilà, sur un refus ou sur un caprice de Dali. Et puis, il y a une deuxième chose. Alors, on verra un petit peu après avec quoi ça peut résonner, mais il y a un deuxième axe qui est celui du faux tableau de Dali, de la contrefaçon, faux tableau un peu au trait enfantin, naïf, une peinture très naïve, presque d'art brut, sur le cow-boy qui tire, un cow-boy qui tire sur le prêtre sur sa mule. Et donc ce motif du faux tableau, imitation, contrefaçon, signé de manière abusive par Dali lui-même, vendu à 10 millions dans une vente aux enchères, etc. C'est le deuxième axe du film qui fait dévier un petit peu. Et c'est marrant parce que de manière assez simple, c'est des mises en abîme du film lui-même. Voilà, on peut le voir tout à fait comme ça. Anaïs de Moustier devant réaliser un film sur Dali, c'est un peu Quentin Dupieux lui-même qui met en scène ses doutes, son incertitude, ses propres incapacités de réalisateur au moment d'affronter cette figure à la fois qu'il admire, je pense, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit en interview, au moment d'affronter ce film sur Dali, il est tout aussi pétri d'incertitude et de fragilité que cette pauvre Anaïs de Moustier, enfin Judith dans le film, qui est houspillée par son producteur. Et puis la contrefaçon, enfin le faux tableau de Dali, ce serait presque aussi le film de Dupieux, qui essaye d'être un Dali à la place de Dali, qui essaye de se mesurer au maître pour faire un film dans l'esprit d'une toile de Dali, mais qui n'est pas naïf, qui se sait lui-même être une contrefaçon, qui s'assume comme tel, et qui raconte toutes les circulations du faux et de l'impossible à l'intérieur de son film. Donc voilà, on est dans une espèce de poupée gigogne, de perspective infinie. Vous savez, comme quand on met deux miroirs l'un en face de l'autre et qu'on a une espèce de répétition du même motif jusqu'à plus soif. Et la répétition, c'est un des grands traits du surréalisme. Dans la révolte esthétique qu'a incarné le surréalisme,
la répétition était un motif extrêmement important parce qu'il brisait comme ça les attentes bourgeoises par rapport à l'art, par rapport à la narration et tout. Et le fait de répéter, de faire dévier, d'être illogique, de provoquer des sautes à l'intérieur de la représentation, d'interroger le spectateur sans cesse sur ce qu'il est en train de voir et sur ses attentes, de toujours systématiquement les dévier, c'est une des grandes notions, un des grands principes surréalistes. On peut voir d'ailleurs la scène du dîner comme ça chez le jardinier de Dali avec le prêtre. C'est évidemment une référence très forte au film au film de Buñuel, plus spécifiquement ceux qu'il avait réalisés en France. Avec ce prêtre sacristain qui raconte un de ses rêves et puis qui n'en finit pas, le rêve est toujours repoussé plus loin, on revient toujours à cette scène du dîner. Là, on est typiquement dans une structure en spirale, quoi, une espèce de boucle infinie, comme une bande de Mobius ou comme les architectures les architectures illogiques d'Escher, qui est un dessinateur qui dessinait des mondes en boucle incohérents avec des perspectives impossibles. Évidemment, alors le personnage du prêtre qui raconte un rêve, ça fait penser au film de Buñuel, ça fait penser au charme discret de la bourgeoisie, au fantôme de la liberté aussi, où il y a typiquement ces situations de dîner où tout à coup, soit un général haut gradé, soit un haut membre du clergé en vient raconter un rêve étrange ou pervers ou inquiétant, etc. Alors ça fait immédiatement penser à Buñuel. Et puis, il y a cette façon aussi qu'a Dupieux c'est très marrant, enfin, le film est pétri d'humour, de gags, même de raccords impossibles, etc. Et puis, il y a on passe de l'interview à la villa de Dali, alors villa qui est inspiré, on imagine, de sa villa de Forcalquier, là, au sud de la France, où il vivait à Gala, etc., à la fin de sa vie. Voilà, donc cette espèce de villa décorée de manière improbable. Mais c'est amusant aussi la façon dont le film fait référence un petit peu au travail du peintre, avec un clin d'œil très fort. Alors, il met en scène Dali dans une situation traditionnelle du peintre devant des modèles qui posent, mais évidemment par rapport à ces toiles c'est totalement absurde, puisque c'est inspiré d'une vraie toile de Dali, ce qu'on voit, l'homme qui porte un petit peu sa grosse tête avec une perche là, comme une tête comme une forme de nuage. C'est un tableau qui s'appelle La harpe invisible fine et moyenne, voilà, tableau de 1932, mais un vrai tableau de Dali. Donc il y a aussi ce clin d'œil-là de le montrer dans la situation du peintre devant son chevalet, comme s'il posait devant des choses réelles, et comme si ces toiles étaient simplement inspirées de ce qu'il voyait à l'extérieur, alors qu'elles sont bien sûr intensément oniriques et nourries de motifs intérieurs et d'imaginaire, quoi. Voilà, donc ça c'est assez amusant avec les deux acteurs, les deux qui posent là et qui sont fatigués. Voilà, donc le film joue sur toutes ces dimensions. En très peu de temps, il rassemble énormément de choses. Il est très sinueux et surtout en emboîtant ces deux axes. Alors l'axe de l'interview impossible et celui du tableau, de la contrefaçon, là, du faux Dali, un peu ridicule d'ailleurs. Quand on voit le tableau, c'est assez risible aussi, tellement il est mal fait, quoi. Voilà. Et à partir de là, c'est un système de renvoi, hein. On passe toujours d'un axe à l'autre, et ça pourrait durer comme ça longtemps, hein, parce que le film est une sorte de damier où on n'en sort jamais, en fait, hein. La logique du rêve, c'est de se répéter, c'est de recommencer la même scène, c'est de distordre l'espace et le temps. Et donc, voilà un petit peu comment le film avance. Mais j'ai l'impression que je parle beaucoup et que le but, c'est quand même qu'on en discute, que vous me donniez aussi un peu vos avis, ce que vous avez pensé, si vous connaissiez ou pas le cinéma de Dupieux, et simplement même aussi vos réactions par rapport au film. Donc surtout ne vous en privez pas, on est là pour ça. Et voilà, je crois que monsieur là-haut va ouvrir le bal, comme on dit. Bonjour.
En fait, j'ai 2 petites questions. Sinon, pour la réaction Dupieux, j'apprécie. J'ai vu que 5 films de Dupieux. Je dirais pas, là c'est à chaud, mais il y a du bon. J'oserais même dire que ce qui m'a un peu étonné par rapport à Dali, c'est qu'il y a un côté conventionnel entre le générique de début et le générique de fin. Si je peux comparer quelque chose qui n'a rien à voir, je trouve que le générique, par exemple, de fin ou de début, ou les deux, de Seven, est plus original que d'avoir le générique qui défile à la fin pour Dali. Voilà, c'est juste ça. Et ma question, c'était... alors vous avez répondu pour Le Prêtre, parce que je ne connais pas assez les œuvres de Dali, mais c'est les différentes facettes, les différents acteurs qui ont pu jouer Dali. C'est vrai qu'on retrouve rarement ça, que ce soit dans les biopics français, internationaux ou surtout américains, mais je pensais justement, si vous aviez des différents exemples, parce que j'en ai un en tête, qui est Todd Haynes pour Bob Dylan. Il y avait 5 ou 6 acteurs qui jouaient de différentes réalité ou des rêves de Bob Dylan. Ouais. Et sauf qu'il n'y a pas de mélange, c'est un par un. Mais je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête, peut-être. Ben oui, alors c'est vrai qu'il y a ce film de Todd Haynes qui s'appelle I'm Not There, voilà, où il y avait plusieurs incarnations de Dylan. C'est juste de... C'est pareil, hein, Todd Haynes posait comme principe que finalement représenter une personnalité publique c'est impossible, on est toujours dans l'entre-deux et quelque part mettre un panel d'acteurs comme ça permet par leurs différentes caractéristiques peut-être de se rapprocher d'une vérité qu'on ne peut pas fixer en une seule et unique personne. Donc ça, c'est pour ça que ça me semble assez judicieux. Sinon, j'en citerai un autre que moi, je vais puiser chez Buñuel, encore une fois. Mais je ne sais pas si vous avez vu Cet obscur objet du désir. Avec Carole Bouquet, c'est celui-là ? Voilà, ouais. Alors, Cet obscur objet du désir, c'est l'adaptation d'un roman de Pierre Louis, La femme et le pantin, qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, et l'histoire d'un homme amoureux d'une femme qui n'arrête pas de se dérober à lui et qui se refuse toujours à lui au moment le plus paroxystique. C'est un grand film sur la frustration et l'obsession masculine, en quelque sorte. Et le personnage de la femme, cette femme mystérieuse qui se dérobe tout le temps, qui lui fuit entre les mains, est jouée par 2 actrices différentes. Donc il y a Carole Bouquet et puis une actrice espagnole qui doit être Ana Molina, si je me trompe pas. Enfin, voilà, peut-être on pourrait retrouver le nom, mais voilà, ce principe-là, il vient aussi de chez Buñuel. Donc, ouais, je pense à ce film parce qu'évidemment, chez Dupieux, c'est une référence assez consciente. Mais je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Ça me vient pas forcément, mais voilà, s'il y a des idées dans la salle. Et ma deuxième question, toute bête, c'était pour savoir. Si je dis pas de bêtises, on voit surtout 2 représentations de Dali le plus long que les 4 autres. C'est celui de Cohen et d'Edouard Baird. Ouais. C'est juste des coupes ou c'est vraiment une volonté de Dupieux de les laisser plus présents peut-être ? Ça, c'est difficile à dire. C'est les secrets du tournage, les coulisses. Je sais pas du tout comment il a finalement choisi les prises, etc. Mais en tout cas, les acteurs n'étaient pas minorés au départ. Ils arrivent, ils sont un peu... C'est des têtes d'affiche. C'est ça qui est très fort aussi avec Dupieux, c'est qu'il a accès comme ça. Il fait tourner des grands noms et ils viennent tous, je pense... Alors Didier Flamand est un peu moins connu que les autres. Celui qui joue Dali plus âgé sur sa chaise roulante, qui est une version assez émouvante du personnage, surtout quand il se dédouble, que le jeune Cohen aperçoit le vieux Didier Flamand, enfin le vénérable Didier Flamand à travers la vitre. Voilà, ça crée encore une fois des courts-circuits assez intéressants. Mais comment il a organisé son montage, la présence des acteurs à l'intérieur du film, ça... je ne saurais pas le dire, c'est son secret, mais moi je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a des différences pas de niveau, on pourrait dire de niveau, oui, ils sont pas tous sur la même ligne, hein. Et je pense que c'est aussi une espèce de gamme un peu musicale, ils jouent comme ça, ils passent de l'un à l'autre, et puis d'avoir différents acteurs... bizarrement, enfin, ou logiquement, ça renforce la logique du rêve. C'est-à-dire que, par exemple, la scène à table, le dîner avec le prêtre, à chaque fois qu'on sort du rêve pour y rentrer, finalement, c'est toujours un Dali différent. Donc on ne sait plus lequel était là au départ, etc. Donc ça crée des jeux et des circulations assez amusantes, je trouve. Merci beaucoup.
Moi, j'imagine 2 cas où on peut faire une interview avec Dali. C'est que la personne qui lui pose des questions soit une personne qui le connaît très 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 bien, y compris des aspects que le public ne connaît pas, ou bien une personne qui a une forte personnalité à aller avec lui sans se soucier de ses provocations, parce que justement Dali, il n'y a pas une logique, on ne peut pas le cerner dans un... Oui, c'est sûr. En tout cas, là, la pauvre Judith, elle est complètement victime du personnage. À chaque fois, elle se fait un peu dévorer par... Mais c'est presque un cauchemar. On se demande si elle a vraiment affaire à lui ou si c'est pas un délire. Parce que, je sais pas, c'est très intéressant. Vous avez vu au début du film, ça commence sur une interview d'elle. C'est elle qui parle à la caméra pour dire ben voilà, j'étais pharmacienne. Et puis on change d'axe dans la pièce même, et là on se trouve à l'intérieur de la narration. Mais c'est marrant à quel point le personnage nous prend à partie au début, et ça prépare ce qui va être un des renversements les plus délicieux, je trouve, du film. Moi, je trouve ça très marrant que finalement c'est pas elle qui va interviewer Dali, c'est Dali qui va l'interviewer elle. Voilà. Ouais, ben en tout cas, ça se renverse à un moment, et voilà, bon, ça fait partie aussi du jeu de Dupieux, qui est de renverser un petit peu les positions attendues. Résultat, ça donne un film pas du tout intéressant. Le producteur est très énervé parce que cette réalisatrice en herbe s'est filmée elle-même finalement. Mais voilà, enfin, tout le film est dans ces renversements-là. Pour juste enchaîner sur le personnage de Moustier, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans le film et qui est un peu éclipsé par comment dire, le monstre Dali, quoi. C'est qu'il y a quand même une façon de montrer la violence du milieu du cinéma envers les femmes, qui quand même passe par certaines scènes, je trouve, pas mal faite, quoi. Et le personnage du producteur est très intéressant. Enfin, sa manière dont il a de la flatter à un moment donné, de l'encourager, alors qu'en fait il est juste hyper violent au fond. Et il y a la scène évidemment de Dali qui est en train de se faire maquiller et qui touche la poitrine de la maquilleuse. La maquilleuse. Ouais. Voilà, des scènes comme ça, en fait, qui ont tout passe parce que Quentin Dupieux a quand même beaucoup d'humour. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même ses qualités principales. Mais quand même, voilà, mine de rien, je trouve qu'il traite des choses qui ont été abordées récemment, tout à fait, très d'actualité, et de manière assez subtile, quoi, je trouve. Je crois aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le film se passe dans les années 70. Une façon de recréer dans les vêtements, C'est pas du tout une... non, c'est début 80, d'accord, ouais. En tout cas, il y a l'idée d'évoquer une époque comme ça, sans être dans une forme de reconstitution un peu pesante, mais par les vêtements, par des petites touches comme ça, le mobilier, des choses comme ça. On est dans cette époque-là, c'est un certain passé. Et puis le film fait en effet je pense qu'il y a pas mal de clins d'œil vers le présent. Il y a le côté rétro chez Dupieux qu'il aime bien, je pense. Comme tu dis, il y a le poste de télé, c'est un peu confus au début, on ne sait pas très bien effectivement. Non, ce que je voulais ajouter, c'était sur la question parce qu'à la fin, j'ai vu qu'il a remercié dans son générique, il a remercié les pharmacies et les boulangeries. Je trouve ça intéressant parce pour pas être insultant envers les boulangers. Oui, mais je trouve ça chouette parce que au début, elle dit voilà, j'étais pharmacienne, mais à la fin, le producteur lui dit t'es qu'une boulangère, je sais pas quoi. Bien sûr. C'est intéressant cette manière en fait de la rabaisser, alors que si elle était pharmacienne, c'est que elle a fait quand même des études supérieures, etc. C'est intéressant comme. Oui. Alors c'est une matière délicate parce que je suis pas sûr que Dupieux soit vraiment un cinéaste, on pourrait dire politique entre guillemets ou soluble. Non, c'est pas un hasard qu'il est. Mais oui, bien sûr. Mais il y a des clins d'œil évidemment envers la situation actuelle, en tout cas le regard un peu différent qu'on porte sur le cinéma de ces années-là aujourd'hui, et bien sûr la scène du tripotage sur le plateau de la maquilleuse est évidemment un clin d'œil explicite, mais Dupieux ça reste
des petites touches. Je pense que c'est pas non plus totalement investi. Voilà, c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil. Et puis, oui, alors, le producteur, les rapports entre le producteur et cette aspirante journaliste réalisatrice sont un rapport violent, bien sûr. Enfin, il l'insulte même, il la traite de conne, etc. Enfin, voilà, c'est très, il se renverse complètement. Il lui donne déjà tous les moyens possibles et imaginables. Enfin, il est complètement passif-agressif, quoi, comme on dirait en termes de. Oui, c'est que normalement, il n'aurait pas dû lui donner ces moyens-là. Enfin, déjà, c'est vrai que c'est un peu absurde comme situation. Mais après, c'est tout le. En fait, on touche là il me semble, un vrai problème face au cinéma de Dupieux, qui n'est pas une critique que je lui fais du tout, mais c'est que on ne peut pas tellement le psychologiser ou essayer de le rationaliser ou de le ramener à des référents réels, parce que si on essaie de trouver une logique au comportement du personnage, une espèce de... on essaie de voir socialement qu'est-ce qu'il représente et tout, je pense que ça ne marche pas. On est vraiment tellement dans un espace onirique que oui, il y a des clins d'œil, oui, il y a sans doute des références qui percent, etc. Mais à mon avis, ça reste irréductible à une forme d'analyse sociale ou je dirais de rationalisation. Ce qui me semble que voilà, son cinéma est un peu parallèle à ça, quoi. Est-ce que c'est pas sa plus grande qualité et sa limite aussi? C'est-à-dire que quand on parle de Yannick, que j'ai beaucoup aimé, qui passait cet été, évidemment, tout le monde y a vu en fait une figure de contestation. On a parlé d'une sorte de représentation un peu gilet jaune, quoi, du personnage. Ouais. Et comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qui est pas du tout dans le film d'une certaine manière, et on peut pas ne pas y penser en fait. Mais le comment dire, c'est vrai que la charge politique ou sociale du film, elle est présente, absente. C'est très étrange. C'est le défaut des journalistes, ils veulent toujours rattacher à un sujet, ramener à un terreau social, etc. Oh, c'est vrai, hein, mais oui, Yannick, typiquement, est un film qui a été vu de Dupieux. Alors, c'est un film qui a bien marché, hein. Il a fait pas mal, presque 600 000 entrées. Enfin, c'est un film qui était un film tourné très rapidement, sorti dans l'été quasiment en catimini et qui a bien accroché. Donc il a trouvé son public et il a été compris, oui, en effet, comme un film sur un peu les rapports de classe entre le public distingué qui va au théâtre, même si la pièce représentée est un boulevard de piètre qualité, et puis ce spectateur non culturel, issu d'un autre monde, qui est plutôt issu du prolétariat, on va dire, et qui se révolte contre la piètre qualité du spectacle. Et ça a été vu, bien sûr, oui, comme un rapport de classe, quoi. Donc tout à coup, on a dit Dupieux devient politique, il se conscientise. Je suis pas sûr qu'on fasse pas un faux pas si on essaye de trop rationaliser ces films, parce que vous avez vu ce qu'on vient de voir. Alors, essayer de rationaliser ça, même de le rattacher. J'ai vu que je sais plus où j'ai lu ça, mais qu'il avait respecté, qui était très respectueux envers le passé de Dali, il y avait une fondation Dali de toute façon qui surveille son héritage et qui faisait attention à ce que la figure ne soit pas profanée ou qu'on n'en fasse pas n'importe quoi, en tout cas. Et moi, je pense c'est évidemment un hommage envers le peintre, envers l'artiste, mais il joue beaucoup avec la figure. Il en fait, il l'ouvre, il la déplie, il est très libre avec ça. Et oui, alors c'est peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on lui reproche souvent à Dupieux, d'être un cinéaste peu politique finalement. Mais bon, il est ce qu'il est, et on juge sur pièce et on voit les films. Et moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que chez lui, chaque film est un peu une sorte de petit laboratoire, quoi. On dit aussi Dupieux est un fumiste.
il fait pas beaucoup d'efforts. Il balance un concept comme ça, et puis c'est pas très cohérent. On avance un petit peu à vue et tout. Mais il est le seul à créer des films comme des petits espaces de laboratoire où on essaye des choses. Il y avait un film assez drôle il n'y a pas si longtemps qu'il avait fait, ça s'appelait Fumer fait tousser, avec des sortes de super-héros comme dans Bioman en combinaison bleue et tout, mais avec des missions absolument ridicules. Et puis là, c'était un film à sketch en plus. C'était un film à sketch avec plusieurs histoires, etc. Et voilà, on a tendance à dire bon, Dupieux fait un peu n'importe quoi, c'est un fumiste, mais il est le seul à tenter des choses et à avoir un petit peu des films comme des lieux imprévus où il peut tout se passer et où on peut exagérer. Ce qui est vraiment un des grands problèmes du cinéma français, qui est si peu qui est pas très téméraire, quoi, qui est souvent bien calé sur ses acquis, etc. Et Dupieux est malgré tout un perturbateur, quelqu'un qui, n'est pas sans doute pas hyper politisé, quoique on a vu qu'on pouvait trouver des choses ici ou là, mais quelqu'un qui tente des situations, qui essaye de bouger un peu les lignes et de fabriquer des petits objets comme ça, souvent très drôles et parfois assez inquiétants. Parce que malgré tout, là on l'a vu dans Dali, je pense, il y a malgré tout l'obsession de la mort qui est là chez lui aussi très souvent, qui rôde. Il y a toujours un fond un peu inquiétant. Et là, le vieillissement du personnage, malgré ses 6 incarnations, ou à travers ces 6 incarnations peut-être, désigne aussi l'horizon d'une décrépitude, d'une fin possible, d'un vieillissement comme ça, qui est une angoisse, je pense, très souvent mise en scène par Dupieux. Alors oui, je n'ai pas vu s'il y avait encore des interventions. Oui. Je suis trop bavard, donc n'hésitez pas. Non, au contraire. N'hésitez pas à me couper. Juste, en fait, comme il en a fait tellement, Dupieux, ou du moins depuis Au Poste, par rapport à ce que vous venez juste de dire sur l'idée du temps qui passe, la vieillesse, j'allais vous demander justement, est-ce que parmi toute la liste des films de Dupieux, il y en a un ou deux qui seraient beaucoup plus sérieux ou même plus tristes? Et je pensais à un d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, Incroyable mais vrai. Il y a des moments très très comiques, avec un postulat de base complètement n'importe quoi, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit le personnage de Drucker, Léa Drucker par rapport au personnage de Chabat, et pourtant ils sont un couple, je trouve ça très sérieux, voire très noir psychologiquement parlant. Là, on n'est plus du tout dans la comédie dans ce film-là. Donc c'est vrai que le rapport à la mort et à la vie qui passe... Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, Incroyable mais vrai. J'avais trouvé très réussi. C'est vrai qu'il y a une conclusion très funèbre. J'en dis rien pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais... c'est assez étonnant. Voilà, le principe, c'est un couple qui achète une maison. C'est Alain Chabat et Léa Drucker. Et dans cette maison, il y a un drôle de conduit, un couloir. Quand on passe dedans, on avance d'une demi-journée, mais on rajeunit d'une journée. Et donc, c'est une espèce de faux film de Christopher Nolan aux dimensions d'un petit pavillon de la banlieue française et de la banlieue parisienne, ou je sais plus quelle région, mais c'était voilà, c'est encore un de ces principes un peu fous, un concept comme ça qu'il a le don d'inventer, concept un peu absurde, conduit qui ne sert à rien, mais où va s'engouffrer la folie des 2 personnages, et folie qui va très très loin. Il y a même il y a toujours des castings hallucinants. Il y a Benoît Magimel dans le film qui se fait greffer un pénis mécanique, si je me rappelle bien. Enfin bon, des choses quand même assez délirantes. Mais voilà, c'est un trublion. C'est pour ça que j'essayais de replacer un peu sa généalogie tout à l'heure, en disant qu'il était un peu le fils, le fils issu d'un croisement entre l'esprit canal des années 90, avec le côté sketch, dérision, humour. Les acteurs aussi, Chabat, Eric Ramsey, etc. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent aussi de la comédie chez lui. Alors là, une autre génération, mais Jonathan Cohen, il vient des sketchs, d'un humour assez voilà, qu'on a beaucoup vu à la télé. Et puis Buñuel, le surréalisme, etc. Donc il y a deux choses qui s'entrechoquent chez lui, avec ce goût du cinéma et de faire turbiner la machine cinéma, de voir ce qui, dans cette fabrique de récits qu'est le cinéma,
qu'est-ce qu'on peut intervertir, subvertir, qu'est-ce qu'on peut dérégler à l'intérieur de cette machine. Est-ce qu'on peut étirer l'espace? Est-ce qu'on peut faire bégayer le temps? Est-ce que on peut passer du rêve à la réalité ou du rêve au rêve? Enfin voilà. Et tout ça chez lui me semble quand même c'est intéressant. Une part du rejet qu'il y a au sujet de Dupieux, il est très apprécié. Enfin, je veux dire, c'est un cinéaste très défendu. Je veux pas exagérer le rejet dont mais il y a quand même des critiques qui s'expriment à son sujet. Ça vient aussi un petit peu de ses origines télévisuelles, de cet esprit un peu de dérision second degré. On a dit qu'il y avait un côté un peu pubard chez lui, une espèce de mec qui fabrique des concepts comme la pub des années 90, un petit peu ce qu'on avait vu dans la satire de Bec BD, la 99 francs, ou ces espèces d'esprit de dérision qu'on a parfois dénoncé un peu chez lui. Mais je trouve, après ça, on en discute, mais moi je pense que ça va au-delà quand même. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à se créer une place unique, originale dans le cinéma français, qui n'est pas aussi subversif qu'un Buñuel. C'est sûr que les films de Buñuel étaient anarchisants. Il y avait un ferment anarchiste et révolté dans le cinéma de Buñuel qui, quand il faisait Le charme discret de la bourgeoisie, je peux vous dire que c'était une charge détonnante au sujet des rapports de classe, etc. Dupieux, c'est autre chose, c'est peut-être un peu plus frivole, c'est vrai, mais c'est très inventif et ça creuse, ça fait turbiner le cinéma. Voilà, je trouve qu'il travaille des rapports à l'intérieur qui sont assez intéressants. Est-ce qu'il a une distribution que française, ou alors est-ce qu'il est distribué à l'étranger et vu ailleurs? Parce qu'il peut avoir, comme on a un cinéma un peu narcissique parfois. Oui. Alors, comment dire? Pour la distribution, je sais pas. J'imagine que il y a des pays dans lesquels il est distribué, d'autres non. Ça, je serais incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est présent dans les festivals internationaux. Il a gagné des prix à Venise, il est montré à Berlin. On voit les films. Incroyable mais vrai était à Berlin. Enfin, c'est un habitué des festivals, des festivals internationaux. Donc, et s'il est récompensé, c'est qu'il y a quand même un public c'est peut-être pas le grand public, ou c'est peut-être pas le même succès que pour Anatomie d'une chute ou des choses comme ça qui ont beaucoup marché à l'étranger. Mais en tout cas, on peut tâter un peu que ça touche un public plus large que franco-français. Pour ce qui est de la distribution, c'est une bonne question. Il faudra étudier le cas, voir un petit peu où est-ce que les films sont sortis et tout. Mais bon, en tout cas, il y a des répercussions dans les festivals. Donc, il est montrable à l'étranger. Mais c'est vrai que la question de l'humour, c'est pas toujours facilement exportable, hein, l'humour. Hein. C'est souvent très, très local. Et c'est difficile d'atteindre l'universel avec l'humour. Mais j'espère que ça marche avec Dupieux. Même si c'est très particulier, hein, bien sûr. Voilà. Bon. Très bien. Merci pour vos interventions. Merci Mathieu. Et puis, à bientôt. Qu'est-ce qu'on montre la prochaine fois? Je ne sais plus. Eh bien, c'est le documentaire de Nicolas Philibert, je crois. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Rosa Parks. Ouais. Exactement, oui. Un très beau documentaire magnifique sur les centres psychiatriques Averroès et Rosa Parks de l'hôpital Esquirol dans l'Est parisien, avec travail extraordinaire des psychiatres, les cas des patients et l'attention de Philibert pour montrer à quel point c'est poreux entre la norme et ce qu'on appelait la folie, etc. À quel point les choses communiquent beaucoup plus profondément. Voilà. Les deux séances vont bien s'enchaîner. Alors, du coup, ouais, tout à fait. Ouais. On continue. Merci beaucoup.